qui sont empilés comme des piles d'assiettes. Voilà, ben, je dis, si c'est pour voir ça, vous savez, je connais. Hein. Il dit, non, 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 c'est pas du tout ça. Écoutez, je n'ai encore rien compris. Elle m'a pris une goutte de sang, elle a mis ça sur une lame, elle l'a étalé, je ne me rappelle plus bien les conditions, mais ça a été fait en même pas 2 minutes. Hein. Il m'a dit, ben, maintenant, vous allez regarder. Eh bien, je vous assure qu'on voit des choses absolument extraordinaires. D'abord, sans coloration, on voit les globules rouges, les globules blancs, on voit les plaquettes, on voit des ponts entre les cellules. On me dit ça, non, vous ne le ferez pas, ça c'est des artefacts. Non, ce n'est pas des artefacts, vous allez voir, ça va changer, ça va évoluer. Et puis, entre toutes ces cellules, il y avait des petits points. On me dit, vous avez mangé il n'y a pas longtemps. Je dis, oui, c'est vrai, oui, j'ai pris un petit casse-croûte à 4 heures. Ben oui, ben, vous voyez, là, c'est parce que vous êtes en train de digérer, vous avez des petites particules. Là, je suis resté vraiment ébahi parce qu'on pouvait voir sur simplement l'observation d'une goutte de sang comme ça, sans préparation. Alors, je n'ai pas pu faire autrement que de penser, bien sûr, aux somatites de naissance, aux microzymas des champs, tout ça. Mais bon, moi, je n'ai pas poursuivi au-delà. Hein. Je ne suis pas compétent pour vous dire si réellement il y a un cycle entre les virus qui deviennent des filaments des bactéries, que ces bactéries se fragmentent à leur tour, ou plutôt que les bactéries forment des réseaux qui deviennent des champignons, etc. C'est pas facile. Hein. Donc, moi, je n'ai pas d'avis définitif, si ce n'est que je ne serais pas surpris si un jour on me dit, ben, vous voyez, finalement, tout ce qu'avait découvert Tissot, c'est vrai, ben, je dirais oui, c'est bien, ça a été revérifié, c'est bien. Alors, quand je dis ça, très souvent, j'ai en face de moi des gens qui, je dirais, entre guillemets, qui se révoltent en disant, comment vous osez mettre en doute les travaux de Béchamp et de Tissot? Non, je ne mets pas en doute, je dis simplement, vous savez, la science se fait comme ça. Hein. Quand vous découvrez quelque chose, vous devez le publier et ça doit ensuite, derrière, être reproduit par d'autres. Alors, est-ce que ça a été fait du temps de Béchamp, du temps de Tissot? Je ne sais pas, parce que la biologie, la microbiologie à l'époque était embryonnaire. Mais il faudrait, je pense, que ce soit vraiment refait. Mais qui va avoir... Il y a un scientifique, justement, qui a travaillé à la Navy et à la NASA, qui s'appelle Robinson. Pardon? Il y a un scientifique qui l'a fait ça en 2001. Il s'appelle Robinson Douglas H. Robinson. Où ça? Aux États-Unis. C'est Oui, le directeur de recherche de Novo Biologique. Et en fait, il est parti de cultures cellulaires humaines, de porcs, aviaires et aussi de rongeurs. Il les a mis en situation d'apoptose, c'est-à-dire situation de stress. De stress en supprimant de temps en temps l'oxygène. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 11 bactéries autogènes à l'intérieur de la bactérie qui se créaient. Alors il a répété l'expérience, donc c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, avec des cellules de différentes lignées, humaines ou de mammifères ou de rongeurs ou d'oiseaux. Donc 11 créations de 11 différentes bactéries. Et ensuite il reproduit ça plusieurs fois et il a fait faire ça par d'autres laboratoires. Et ensuite, comme c'est un généticien, il a analysé le génome donc des bactéries et du génome humain ou des autres lignées, et c'est à 85% identique. Donc c'était la preuve déjà que c'est une preuve, non pas parce qu'il y avait la preuve expérimentale reproduite par des laboratoires indépendants, et plus la preuve par la génétique. Il a essayé de publier et il rencontre exactement les mêmes problèmes que Tissot de 1926 à 1946. Oui. Et il y a un chercheur de l'AAS, Roger Arnal, qui en parle de ça et qui dénonce ça, cet ostracisme. Alors ce que j'aimerais, parce que ça m'intéresse beaucoup, ce que j'aimerais, c'est que vous me trouviez la référence où ça a été publié. Je le lirai avec beaucoup d'intérêt. Moi, je ne connaissais pas ça. Madame Joët, notre association, sur son dernier livre, j'ai fait dit tout à l'heure, elle cite Roger Arnal, elle ne mentionne pas ce fait, mais elle cite l'ostracisme d'une scientifique qu'il dénonce. Et ce chercheur... François, tu me diras ça. Et il y a la référence, justement. 68, ouais. Exobiologie. Oui, c'est exobiologie, en fait. Et donc, là, il y a juste un extrait, en fait, dans le livre que tu as fait. Et c'est à la fin, en fait, où il parle des nanobes, des nanobactéries, et aussi de ça.
Et donc il parle de Béchamp. Donc il replace Béchamp par rapport à Pasteur. Il parle de Tissot. Alors apparemment il connaît absolument rien sur Béchamp parce qu'il dit que c'est un spécialiste de l'observation des tissus vivantes. Alors c'est absolument pas un spécialiste de l'observation des tissus vivants puisque il utilisait... Et ça, vous l'avez trouvé où? Bah, sur Internet, en cherchant depuis 6 ans. Ah, ça, j'aimerais bien voir. Ouais, je vous laisserai les références. Même si j'ai déjà encore beaucoup de choses en retard à lire, j'aimerais bien lire ça. Et c'est un membre de le Roger Arnal qui écrit ça, c'est un membre de l'AAS, donc une société aux États-Unis qui s'occupe de recherche officielle de l'histoire des sciences. Oui. Mais ça, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que ça permettrait d'expliquer, par exemple, pourquoi le tétanos n'est pas une maladie immunisante. Oui, oui. Pourquoi? On fait un tétanos, on peut en faire un deuxième, voire même un troisième. Là, ça n'est pas immunisant. Or, bon, si on prend les travaux de Tissot, hein, c'est lui qui a montré que le bacille de tétanos, en fait, est a une origine de cellules humaines. Hein. Alors, ce qui voudrait dire qu'il n'y ait pas un bacille de tétanos, mais qu'il y aurait un bacille de tétanos humain, de cheval, de vache, de chèvre, etc. Ce qui veut dire que si le vaccin est fait, par exemple, avec la toxine qui provient d'un bacille, disons, bovin, par exemple, ben évidemment, pour nous, ça va être étranger, donc on va fabriquer des anticorps. Par contre, si le tétanos provient d'une dégénérescence des cellules humaines qui nous déclenche un tétanos, on ne va pas se défendre contre soi-même. Ou alors c'est une maladie auto-immune. Donc, ça c'est intéressant. Donc, ce que je voulais dire, ajouter quand même, c'est que ça n'a rien de surprenant. C'est pour ça que si on refaisait tous ces travaux, ce serait passionnant. Parce que pendant très longtemps, moi, quand j'étais étudiant, on n'en parlait pas encore. De toute façon, quand j'étais étudiant, il y a évidemment longtemps, mais les bactéries étaient classées parmi les végétaux. Ah bon, on ne savait pas ce que c'était que les prokaryotes. On ne savait pas. Vous savez que les bactéries avaient un chromosome, mais on ne savait pas qu'il n'y avait pas de noyau. Donc, on les classait parmi les végétaux. Pourquoi? Ben parce que certaines bactéries sont chlorophylliennes. Alors on s'est dit chlorophylle, végétaux. Et celles qui n'ont pas de chlorophylle, ben c'est pas grave, c'est parce qu'elles ont perdu la chlorophylle. Comme certaines plantes parasites, par exemple, hein, qu'on appelle les orobanches, ben, sont des plantes qui ne sont pas chlorophylliennes. Mais elles font partie d'une famille où les plantes ont de la chlorophylle. Donc elles l'ont perdu simplement. On a dit, ben, les bactéries, c'est pareil. Les bactéries sont chlorophyllien, mais elles peuvent l'avoir perdu. Donc c'est les végétaux. Et on avait mis aussi là-dedans les algues bleues, hein, qu'on appelle les cyanophycées. Hein. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les bactéries et les cyanophycées, tout ça c'est des bactéries. Hein, ce qu'on appelait les algues bleues, il y avait les vertes, vous connaissez tous les algues vertes, les algues brunes, les algues rouges, il y a aussi les algues bleues. Alors, les algues bleues, contrairement à toutes les autres algues qui sont des eucaryotes, les algues bleues sont des prokaryotes, ce sont des bactéries. Mais ce sont des bactéries photosynthétiques, hein, c'est-à-dire qui sont autonomes par la photosynthèse. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce que ça, c'était pas du tout connu quand moi j'ai fait mes études, c'est qu'il y a une théorie qui a été émise, qui a été longtemps contestée, mais qui aujourd'hui est acceptée par tout le monde, c'est que dans la cellule que je vous ai montrée au départ, je vous ai dit qu'il y a des centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Vous vous rappelez de ça? Bien, les mitochondries, on sait que ce sont d'anciennes bactéries qui, au cours de l'évolution, ont été absorbées par des cellules qui n'en disposaient pas. Parce que les cellules, au départ, ça fait remonter très loin, l'atmosphère terrestre, si vous voulez, était sans oxygène. En plus, elle était très réductrice, ce qui est l'opposé de l'oxydation. Jusqu'au jour où certaines bactéries qui vivaient à l'époque ont eu un avantage en ayant un métabolisme un peu différent, qui était un métabolisme oxydatif. Et à ce moment-là, ben, elles sont énormément développées parce qu'elles pouvaient bénéficier de l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère. Et à partir de là, eh bien, d'autres bactéries, d'autres cellules naissantes qui n'avaient pas cette possibilité ont absorbé ces bactéries qui sont devenues des mitochondries. Et la meilleure preuve, c'est que la structure des mitochondries, le fonctionnement de la mitochondrie est exactement comparable à celui des bactéries. Et ça n'a pas été tout. Après, on a découvert que dans les végétaux chlorophylliens, non seulement il y a des
mitochondrie.